Guillaume Boudreau avec Groupe Consultant Le Portage, une firme experte conseil en projets structurants et en projets entrepreneuriaux. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour cette saison de balado. Steve Johnston, entrepreneur en série. J'ai fondé une firme d'optimisation numérique pour les autres entrepreneurs pour les aider. Je suis actif sur les réseaux sociaux avec une infolette, YouTube et autres, et j'optimise l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et je participais à ce podcast avec mes collègues et très heureux de le faire. Michael Charette, avocat en immigration d'affaires depuis plus de 20 ans, président de Well-Funded Enterprise, un courtier en revente d'entreprises. On a un portfolio d'entreprises pour la revente et puis on fait du conseil au niveau du reprenariat au Québec et à travers le monde. Bonjour à tous, bienvenue à notre 4e épisode. Aujourd'hui, on va parler des gens, de culture, de changement. Donc, Michael, encore, merci d'être là. Steve, bonjour. C'est un plaisir. Donc, si vous avez suivi un peu nos derniers épisodes, on a parlé beaucoup de la préparation à la transaction d'une entreprise, au processus de la transaction comme telle. Une fois que la transaction est terminée, au niveau de l'entreprise, évidemment, technologique, toutes les autres opérations, c'est beaucoup de changements pour les gens qui sont dans l'entreprise. Comment on aborde ça, Steve, premièrement, au niveau numérique? Je commençais par dire, qui dit technologie, dit résistance au changement. Dans tous les mandats que j'ai fait, qu'on a fait, il y a une résistance au changement. Souvent, quand je rentre dans un mandat, j'apporte quelqu'un de gestion du changement. Si c'est plus petit, c'est moins nécessaire. À ce moment-là, je m'occupe de la gestion du changement, dans le sens qu'elle est incontournable. Dans le cas d'une transaction, c'est déjà présent de par la nature. Je vais laisser Michael élaborer là-dessus. Mais si on reste au niveau technologique, comme j'ai mentionné dans l'épisode précédent, c'est de faire attention où est-ce qu'on brasse pas trop le bateau, justement, pour ça. Pour pas qu'il y ait de résistance au changement, s'assurer que les choses soient fluides. Et aussi, s'il y a un plan numérique en place, ou en tout cas en train de s'exécuter peut-être, c'est d'y aller en phase dans ce plan-là. S'assurer que les gens ont le temps de respirer. J'y reviendrai plus tard dans l'épisode, mais au niveau de comment les choses doivent se faire, selon moi et selon mes expériences et ce qui fonctionne bien, c'est de mettre l'humain au centre. Tu sais, il y a eu bien des années au niveau entrepreneurial, c'était finance, comptabilité qui était au centre, puis tout le monde était autour. Mais quand on sait que la force d'une PME, ce sont ses employés qui font le travail, puis c'est souvent 80% des dépenses sont les salaires des employés, il faut que tu t'occupes des employés. Puis si tu veux que tes clients soient aussi au centre, il faut que tes employés soient heureux. Combien de fois on a fait des appels dans certaines situations où est-ce que tu appelles, j'appelais dernièrement pour la plomberie, puis les personnes qui répondaient, ils étaient pas très, très gentils avec nous, là. Le plombier, au final, lui, il l'était, mais les autres avant, c'était une chaîne d'appels, puis c'était pas très, très le fun comme expérience. Donc, à mon avis, ce genre de choses-là, il faut les travailler à la base où est-ce que l'humain est au centre de tout, est au centre aussi de la transaction, pour se sentir important, se sentir impliqué. Puis si je ramène plus spécifiquement à la technologie, il faut que les gens se sentent impliqués tout le long du processus là-dedans. Puis au niveau transactionnel, par la suite, c'est de les valoriser avec ça, puis de les supporter, puis de faire attention. Je n'irai pas trop en détail pour là. Je vais laisser Michael aller avec l'intro, mais on aura la chance de l'élaborer dans cet épisode-ci. On parle beaucoup de confiance depuis quelques épisodes. L'importance de la confiance au niveau de la transition, du changement. Ça prend une belle confiance de la part des employés. D'un point de vue juridique, comment est-ce qu'on fait pour protéger les employés, les membres de l'équipe? Oui, c'est sûr que j'y vois deux chapeaux ici. Il y a un aspect juridique, comme tu dis. Dans la continuité, le contrat de travail va devenir extrêmement important. Pour pouvoir mettre quand j'entends les gens, je mets mon chapeau d'avocat, droit du travail. Puis rapidement, mon chapeau d'avocat m'amène vers l'immigration. Évidemment, étant donné que j'ai une carrière de plus de 20 ans en droit d'immigration, en droit d'immigration d'affaires, puis ce que j'ai vu beaucoup chez les gens d'affaires, quand ils arrivent dans une nouvelle culture d'affaires, c'est qu'il y a un clash qui peut se produire dans la façon de faire des choses. Donc, l'accompagnement devient extrêmement important pour comprendre
l'écosystème en place, puis de vivre dans un écosystème où la primauté du droit est extrêmement importante. On ne peut pas congédier un employé au Québec comme on veut. Il y a les normes du travail en place. Il va y avoir des contrats de travail qui vont avoir été mis en place, qui vont probablement avoir été vérifiés. Donc, pour mettre l'humain au centre, ça commence par le juridique, qui n'est pas nécessairement, lui, humain. Donc, on a les ressources humaines, puis on a les ressources juridiques qui, eux, doivent se compléter puis travailler ensemble. Donc, ça, c'est au niveau juridique. Mais rapidement, moi, ce que je vois comme problématique, comme défi, qui peut devenir une opportunité, on s'entend, mais qui va être un défi au départ, c'est cette différence culturelle-là. De par la nature du programme Immigrants Entrepreneurs, les investisseurs qui vont venir acheter des entreprises viennent de cultures qui sont potentiellement différentes de la nôtre au niveau des affaires. C'est sûr que si on a des Français qui achètent une entreprise, oui, il y a une différence de culture, mais elle est plus proche au niveau occidental, au niveau primauté du droit, etc. Si ça vient d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud, on va avoir une clientèle qui arrive dans un écosystème d'affaires réglementaire qui est différente. Donc, nous, on va essayer d'encourager puis de faciliter ça en communiquant ces différences-là dès le départ. Donc, ça, c'est important de le dire. Mais il faut aussi reconnaître qu'on vit dans une société multiculturelle. Une des forces de la société québécoise, c'est d'être à la base multiculturelle. Donc, on va avoir des entreprises qui sont représentatives de cette multiculturalité-là. Donc, on va avoir dans les entreprises une diversité de cultures. Puis ça va être important pour les repreneurs d'apprendre à vivre avec le respect de cette multiculturalité-là. Ou à tout le moins d'avoir préparé la table pour que tout le monde puisse manger à sa faim puis être satisfait dans ce processus de transfert-là. Donc, préparer la table. On a parlé dans les épisodes précédents, l'expression que j'ai beaucoup aimée de ne pas trop brasser le bateau avec le numérique, avec la technologie. Est-ce que, du côté contraire, à l'inverse, au lieu de dire que bon, c'est le numérique, le changement du numérique qui peut affecter les gens, est-ce qu'il y a quelque chose aussi au numérique, est-ce qu'il y a des outils, des stratégies numériques qui peuvent faciliter le changement pour les gens qui font partie de l'entreprise? Oui, très bonne question. C'est très positif comme question. Tu n'es pas résistant au changement du tout, c'est bien ça. Merci. Non, c'est vrai parce qu'en fait, si tu prends un exemple de côté archaïque d'une entreprise qui l'est, les employés sont là, les employés savent que leurs concurrents, savent que leurs collègues, leurs familles utilisent déjà des outils qui sont mieux adaptés. Bien, lorsqu'ils vont voir arriver après la transaction des nouveaux acquéreurs avec un plan, avec une idée de revamper le parc technologique, bien, à ce moment-là, ils vont voir, OK, on a un nouveau CRM, mais finalement, quand quelqu'un va m'appeler, je vais avoir la réponse en dedans de 30 secondes. Il y en a des compagnies qui ont cette philosophie-là, cet objectif-là. On doit avoir les outils nécessaires pour que chaque employé ait en 30 secondes l'information précise à une question sur à peu près tout. Donc, dans ce temps-là, ils vont travailler sur un objectif simple, clair, puis ça prend des outils. Donc, si quelqu'un arrive, un repreneur arrive avec cette philosophie-là, avec la solution pour le faire, de concert avec les employés vont être excités, ils vont vouloir y aller, vont vouloir aller vers là. La majorité, devrais-je dire. Parce que ils vont se dire, bon, finalement, on a un CRM. Finalement, j'aurais pas l'air pas informé lorsqu'un client m'appelle ou un fournisseur m'appelle. J'ai l'information. C'est quoi ma facture? Peux-tu m'envoyer des montants de tes factures? Oui, je me connecte, je regarde ça. Le client, combien de tes produits que j'ai achetés le dernier coup? Voici combien, voici comment ça t'a coûté, tu en as acheté 3, ben, je vais recommander un autre. OK, je te fais une nouvelle commande. Tout est plus facile à ce moment-là, c'est le côté informatique qui le supporte, puis c'est bien configuré, bien fait. Donc oui, beaucoup d'avantages à être l'inverse de la résistance au changement et vouloir le changement. Comme on a parlé dans les épisodes précédents, le côté beau de la chose, c'est que c'est une situation de changement, puis c'est lorsqu'on continue avec l'énergie de la maison, lorsqu'on déménage, souvent on en profite pour enlever certaines mauvaises routines, puis avoir des nouvelles routines. Ça fait longtemps que je n'ai pas déménagé, là, mais il y a ceux qui déménagent souvent. Quand j'ai déménagé, j'ai en profité pour changer puis développer d'autres choses qui étaient meilleures, puis enlever ce qui était moins bon. Donc, c'est un peu le même principe. Il y a des belles choses qui vont se passer. C'est pas juste la résistance, c'est loin de là. Il semble, par rapport à la résistance, justement, ou à l'acceptation, ou même l'engouement face au changement, il semble y avoir un peu une notion de perception.
Ouais. du groupe d'employés aussi, comment on leur présente le tout. Ouais. Tu as mis souvent l'accent sur à quel rythme on va présenter les changements. Aussi, probablement la façon dont ça doit être présenté également peut avoir un impact. Michael, vous avez beaucoup d'expérience avec Well-Funded au niveau du reprenariat étranger, donc c'est-à-dire une personne de l'extérieur du Canada qui va vouloir venir immigrer au Canada, s'impliquer avec l'achat d'une entreprise. Au niveau de la transition pour eux, non seulement l'entreprise vit une transition, l'acquéreur vit une transition également. Comment ça se vit tout ça en même temps? Comment ça se conjugue? Non, et puis la famille vit une transition. Tout à fait. Hein? Chez Well-Funded, on a dit longtemps qu'on facilitait le mouvement des personnes, des fonds et des familles. Puis, c'est cette entièreté-là qu'on doit gérer. Donc, le programme est aussi intéressant dans cette formule-là aussi. Le nouveau programme permet, en fait, non seulement permet, mais requiert en 3 étapes au niveau réglementaire immigration. Donc, on va avoir une visite de découverte de l'entreprise en mode visiteur d'affaires. On va avoir une deuxième étape qui va durer 12 mois dans le programme où on va avoir un permis de travail pour venir opérer l'entreprise qu'on a achetée. Donc, il y a cette transition-là parce que, évidemment, le gouvernement veut s'assurer que les entreprises qui sont achetées sont légitimes, qu'il y a un vrai transfert d'entreprise qui est opéré. Puis après 12 mois, puis pendant ce 12 mois-là, l'acquéreur, l'immigrant, va venir avec sa famille, son conjoint, sa conjointe, ses enfants qui vont aller à l'école, dans une nouvelle école. Donc, on a beaucoup de changements qui se produisent dans la vie de cet entrepreneur immigrant-là. Évidemment, on fait affaire avec des gens qui ont déjà eu du succès dans leur économie locale. Le programme requiert un minimum d'actifs nets de 600 000 $ canadiens. Donc, on part avec des gens qui ont déjà eu du succès dans leur milieu. Puis on le sait que le succès peut se transférer d'une culture à l'autre, peut se transférer d'une région géographique parce qu'on a des principes de base de ces gens d'affaires-là qui vont faire en sorte qu'ils ont des chances de succès qui est assez élevées. Mais on vit vraiment dans du changement pour ces individus-là. C'est pour ça que souvent on va leur dire, puis on revient à l'humain, au but de cet épisode-là, qui est de rappeler que les employés sont des êtres humains à la base. La communication va être extrêmement importante. De s'entourer avec des gens qui vont avoir le bon langage pour pouvoir permettre de communiquer qu'on veut réussir cette transition-là. Que le reprenariat est inscrit dans une volonté de créer de la richesse pour l'ensemble des intervenants de l'entreprise. Tout à fait. Donc, c'est vraiment dans cette situation-là qu'on va essayer d'accompagner tout au long du processus. Puis c'est pour ça que je disais que notre accompagnement est rarement moins de 24 à 36 mois. Donc, on a 3 ans de préparation avant, comme on a vu dans d'autres épisodes. Puis là, on commence à parler du futur. Ce futur-là, pour nous, il s'inscrit dans un processus réglementaire, immigration, qui a minimum 12 mois si ce n'est pas 36 mois. D'accompagnement qui a minimum 12 mois à 36 mois, c'est sur cette période-là que l'ensemble des étapes va se faire. Donc, c'est plus le jour 1 comme on a vu à l'épisode dernier. On est dans un processus qui est un petit peu plus comme un marathon où est-ce qu'on va devoir avoir une certaine constance puis garder un pace, comme on dit en anglais, un rythme qui va permettre une transformation, qui va mener à des outils technologiques améliorés, à de l'exportation vers des nouveaux marchés grâce à la synergie qui va exister du nouveau repreneur. Si le programme du ministère de l'Immigration impose effectivement cet accompagnement-là, c'est sûrement pas étranger au fait que l'accompagnement augmente les statistiques de réussite en transition d'affaires, comme on en a parlé pendant les épisodes précédents. Steve, on avait parlé de quand même une grande différence, je pense de 57% à 80% le taux de réussite quand on fait un transfert d'entreprise par rapport à un démarrage. On monte à 87,5 avec l'accompagnement. Oui. Est-ce que c'est toujours juste plus facile de racheter une nouvelle entreprise ou est-ce qu'il y a au niveau, par exemple, numérique, des éléments d'un transfert d'entreprise, d'un rachat d'entreprise qui peuvent quand même être plus complexes que de démarrer quelque chose de neuf? Puis si on parle des statistiques, c'est assez impressionnant. Là. C'est
presque 2 fois. Là. Je ne veux pas mal faire mes multiplications. Là, on me parle de 57 jusqu'à 87. On parle dans le mode accompagnement. Mais pour revenir au numérique, l'accompagnement est super utile aussi. Nous, chez SystemJ, on fait l'accompagnement aussi sur des projets plus courts, mais s'assurer que cette gestion du changement-là est bien faite. Puis, un des aspects que je trouve super simple, que je fais dans tous les plans, c'est d'approcher les changements au niveau technologique, mais avec un point focal sur les employés, sur les personnes, c'est d'y aller en phase. Qu'est-ce que ça veut dire, y aller en phase? C'est de choisir des mini-projets au début qui sont pas très longs, qui sont très performants, il y a un grand impact, qui ne nécessitent pas trop de changements, que tu fais impliquer les gens, mais un coup tu as fini ce projet-là, comme implanter un nouveau système quelconque, mais simple, là, pas un gros module ERP, mais quelque chose de plus simple, que tu choisis de façon volontaire, bien, tu prends une pause après. Le monde l'a accepté, le monde s'en sert, il y a une petite période. C'est comme un peu comme tu montes en marche. Tu montes quelques marches, tu prends une pause, il y a un plateau avant de passer à d'autres marches, ou une montagne, si tu veux comme analogie, où est-ce que tu as un plateau, tu prends une pause, tu manges un peu, tu regardes le décor, tu t'assures que c'est correct, tu bâtis les choses autour qui manquent, tu poses des questions, tu rencontres les gens avant de repartir le nouveau projet. S'assurer que le monde a compris que c'est comme ça que les projets sont gérés. Naturellement, le premier va être un peu plus dur, il va y avoir beaucoup plus de résistance, mais au fil du temps, il va y avoir de moins en moins de résistance. Si tu fais tes premiers bien, si tes premiers gains rapides sont bien gérés, sont bien faits, mais laisser le temps aux employés, aux humains de respirer pendant et après. Puis pour ça aussi, pour que ça soit bien configuré, bien utilisé, c'est que c'est eux qui travaillent sur le terrain, c'est eux qui connaissent ça. Il faut que tu t'en serves de la bonne façon pour aller chercher l'information, donc les impliquer pour bien configurer ton outil, pour que ça aussi accepté. Donc, il y a beaucoup de tactiques au niveau de gestion du changement. Il y a des experts en gestion du changement, mais de par la nature de mes projets, j'ai pas le choix de le faire, j'ai pas le choix de gérer, j'ai pas le choix d'être au courant, mais je suis pas certifié en gestion du changement, mais c'est un aspect hyper important de la transition. Est-ce que tu travailles avec des professionnels en gestion de changement, justement? Est-ce Oui. que ça se vit comment, cette expérience? Plusieurs mandats où est-ce que les gestionnaires de changement vont s'occuper de préparer, de discuter avec les employés en groupe, puis des fois seuls, pour s'assurer de bien s'occuper, de préparer avant que quelqu'un ou quelque chose comme la technologie arrive dans leur portrait, dans leur paysage tous les jours. Puis pas parce qu'on dit que ça s'en vient qu'il faut que le monde soit anxieux. Fait que ça réduit l'anxiété, ça réduit le stress, puis ça fonctionne pour de vrai. Il y a du monde qui sont vraiment anxieux par rapport à ça. Puis si je te raconte une petite histoire très, très rapide, il y avait un mandat à Ottawa ou dans une grande association pan-canadienne où est-ce que, malgré leur quand même grande équipe, moi, je parle nécessairement, il y a un point de contact, puis après ça, bon, les chefs de département, directeurs, directrices, mais ils m'ont parlé d'une personne qui, elle, faisait un travail, disons, en bas de l'échelle, on va dire comme ça, mais elle était hyper stressée, hyper nerveuse par rapport à ça. Fait que moi, je lui ai dit, ben, je vais lui parler, cette personne-là. Elle m'a dit, mais non, Steve, tu t'occupes de la gestion du projet, puis des choses. Non, je dis, si on la rassure, elle, on en rassure plein. Si on en rassure plein, le projet va être un succès. Si on s'occupe pas d'elle, on s'occupe pas des autres, puis on travaille juste notre barre, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment s'occuper de tous les gens. Fait qu'il n'y a pas d'égo pour ça. C'est soit, là, je suis allé parce qu'à ce moment-là, c'était rapide, puis j'avais les réponses pour rassurer cette personne-là à ce moment-là. Mais les experts en gestion du changement vont nous appeler pour intervenir de côté techno, puis voir le côté, disons, psychologique, côté social, le côté humain. Mais, comme je le répète, moi, le point humain dans tous mes mandats est là. Puis quand les gens disent, écoute, faudrait que tu viennes, faudrait-tu venir présenter à la direction ou présenter à d'autres genres d'employés? Oui. Parce que c'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça qui fait le succès du projet. Assurément. C'est eux les acteurs du projet. C'est pas moi, c'est pas la technologie, c'est pas les directeurs, c'est les personnes qui vont utiliser. L'adoption, c'est le critère numéro 1 d'une réussite. Si eux l'adoptent pas parce qu'ils résistent, le projet plante. Michael, on parle du bien-être, de la confiance humaine dans ce processus-là. La personne qui achète l'entreprise arrive aussi dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle culture d'entreprise, dans votre cas, souvent aussi dans une nouvelle culture sociale carrément. Commence à travailler avec des gens qui, contrairement à la personne qui a fondé l'entreprise, n'a pas choisi les employés. Hein? Ils entrent dans une culture de travail. Comment ça se vit, ça, pour le repreneur? Basé sur notre expérience, relativement bien, mais ça demeure un défi.
auxquels il faut faire face. Dans l'accompagnement, on essaie d'être présent aussi. On recommande souvent aux repreneurs de ne pas se mettre sur un piédestal, de prendre le temps de rencontrer chacun des employés, potentiellement même de façon, tout dépendant de la grandeur de l'entreprise, on s'entend. Mais si on a 10-15 employés, de prendre le temps de rencontrer chacun des employés, de leur parler, de comprendre leurs préoccupations. On parle beaucoup en termes de gestion d'intelligence émotionnelle. C'est là que ça se joue. L'intelligence émotionnelle d'un bon leader va se jouer pour le succès à ce moment-là de l'entreprise. Et puis, on va essayer de faire partie de ce processus-là suite à l'acquisition, de faire ces rencontres-là, puis d'être présent, puis d'être un peu l'aspect local, comme on veut, de lien, de courroie de communication pour s'assurer que la communication, justement, soit obstruée par la langue, ou est-ce qu'on a besoin des outils pour mieux faciliter cette communication-là. C'est comme ça qu'on a trouvé la meilleure solution de le faire. Mais de façon générale, ça se passe assez bien. Je pense à M. Bellamère, par exemple, qui a acquis une entreprise sur la rive sud de Montréal, où est-ce que lui, quand il est arrivé dans l'entreprise, il y avait quand même certains défis avec un employé. C'était pas quelqu'un qui avait choisi, comme tu as mentionné. Il y avait un conflit de personnalité. Il m'a dit, j'aimerais ça le remplacer. Comment on fait? On est allé chercher de l'aide au niveau ressources humaines. On est allé chercher de l'aide au niveau juridique pour permettre à M. Bellamère, qui était le nouveau propriétaire, qui a quand même le droit de restructurer ses équipes pour optimiser le résultat auquel il veut arriver, puis qu'il y avait une résistance au changement de cet employé-là. Donc, le reprenariat a créé une opportunité pour trouver potentiellement quelqu'un qui était plus apte à permettre les buts de l'investissement. Steve, on parle, au niveau changement, il y a les gens qui sont impliqués là-dedans, il y a la technologie aussi peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés qu'il faut considérer pendant cette phase de changement-là, peut-être au numérique ou autre? Bien, il y a peut-être le côté formation à ne pas négliger. Les choses avancent vite, les choses évoluent très, très vite. Et en fait, je suis en train de développer une plateforme de cours en ligne justement pour offrir à mes clients et à l'externe pour les former, qui s'auto-forment, un peu comme une base de connaissances, comme j'ai parlé, mais vraiment formation. Est-ce que, comment est-ce qu'on fait ça? Un bon prompt avec l'IA. Quels sont les côtés éthiques et non éthiques de l'IA? Donc, moins technologique, mais plus relié. Quels sont les outils qui peuvent vous aider, de quelle façon? Donc, je vais bâtir une panoplie de cours comme ça, gratuitement offerts à mes clients, dans le but de combler ça. Parce que moi, je peux pas toujours faire les formations, mon équipe peut pas toujours faire les formations, et là, ils vont s'auto-former, donc ils vont être prêts. Donc, ça va aider aussi la gestion du changement. C'est un atout non négligeable dans le processus où est-ce que, oui, on peut y aller psychologique, on peut y aller l'intelligence émotionnelle, 100% supporter le fait que c'est majeur dans la résistance et dans plutôt l'adoption du changement. Donc, au niveau formation, ça permet aux jeunes de se mettre en confiance. Puis ils peuvent le faire tout seuls, là, chez eux, ils peuvent le faire comme ils veulent, ou chez les heures du travail, là, dépendant des organisations, pour s'informer au lieu de demander à quelqu'un. Puis souvent, je suis pas un psychologue, mais l'ignorance crée la peur. Donc, si les gens sont formés, ils savent ce qui s'en vient, ils savent quel genre d'outils peuvent les aider, comment ces outils-là fonctionnent, déjà là, le niveau de stress, l'anxiété va baisser, la peur va s'enlever, donc l'ignorance va partir avec, et l'adoption et l'adaptation va se faire par la suite. Donc, c'est encore dans la préparation, dans la confiance. Ouais. Michael, Steve, pour boucler un peu cet épisode, est-ce que vous voudriez... Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus long sur la gestion du changement, puis on pourrait inviter des experts en gestion du changement, mais c'est super important. Vous avez été quand même assez exceptionnel au niveau... On voit que dans votre expérience, parce qu'on le sait, votre spécialisation n'est pas la gestion du changement, mais par le fait même d'avoir vécu l'expérience souvent, vous avez quand même tous les deux développé une expertise assez claire et marquée. Merci. La communication demeure la clé. La communication demeure la clé. Merci. Merci, Steve. Merci, Michael. On vous rejoint dans un prochain épisode. Merci à vous deux.